Gustavo Orestein, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant chez Dorval Finance. Merci d'avoir répondu à notre invitation en cette période et cette rentrée qui s'avère assez compliquée pour les marchés financiers. On a eu un coup de tabac assez violent qui est venu de Chine. Quelles en sont les raisons à votre sens ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on vit d'abord une crise de marché avant d'être une crise économique. Ce n'est pas une crise économique, c'est vraiment les marchés financiers eux-mêmes qui ont été pris dans cette nasse. Il y a trois, je pense, raisons importantes. D'abord, il y a un certain épuisement du marché américain en termes de potentiel de résultat, de potentiel de progression. Donc, si le marché leader est un peu en panne, ça fragilise un petit peu l'ensemble. Deuxième chose, il y a une forme de contradiction entre la volonté de la Réserve fédérale américaine d'effectivement de monter ses taux d'intérêt, peut-être dès cette année, et puis une économie mondiale qui semble être en train de s'affaiblir, notamment du fait du monde émergent. Et puis troisièmement, la sensation depuis plusieurs mois maintenant qu'il y a une sorte de perte de contrôle de la part des autorités chinoises du déroulé de la croissance chinoise. Justement, quel est votre sentiment sur la santé réelle de l'économie chinoise ? On sait que les statistiques ne sont pas toujours fiables. On a du mal à y voir clair. Comment vous envisagez les choses de votre côté ? Comment vous les comprenez ? L'économie chinoise est complexe et étant donné ces transformations très rapides, c'est difficile effectivement de mesurer son activité réelle. Je crois qu'il faut bien comprendre que l'économie chinoise est dans une phase de ralentissement qui est normale, qui date déjà depuis 2011, qui s'est encore accélérée en 2013, qui est voulue par les autorités. Lorsqu'on regarde les toutes dernières statistiques, elles n'indiquent pas un effondrement de l'activité économique en général dans l'économie chinoise. En revanche, il y a un certain nombre de secteurs, notamment les secteurs industriels surcapacitaires, qui sont en train effectivement de baisser très, très fortement. Également l'immobilier, on sait qu'il y a un excès immobilier qui est en cours de traitement. Mais les dernières statistiques n'indiquent pas un effondrement de l'activité économique, même si les chiffres du PIB exagèrent la croissance réelle. Rien n'indique qu'on soit vraiment au milieu d'une récession chinoise. J'imagine que du coup, vous êtes plutôt confiant sur la croissance mondiale elle-même, puisque c'est finalement ça qui pèse sur les marchés. La crainte d'un effet de contagion depuis la Chine sur l'ensemble des économies. Comment vous voyez les choses ? Il est évident que la Chine aujourd'hui, vu sa croissance des dernières années, vu sa taille, est devenue une économie très importante au niveau international. Elle représente à peu près 16% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat, ce qui est autant que les États-Unis. En revanche, en dollars courants, c'est un peu moins, ce qui fait qu'évaluer sa taille exacte est compliqué. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça pèse énormément sur l'univers des matières premières, parce qu'on sait que la Chine est un gros consommateur de matières premières, et qui plus est, ce qui ralentit fortement en Chine, c'est précisément les secteurs très consommateurs de matières premières. Donc la baisse des prix des matières premières est une des courroies de transmission effectivement du ralentissement chinois et ça a des répercussions effectivement à travers le monde. Maintenant, la baisse des prix des matières premières, c'est avant tout un effet de répartition entre pays. Certains vont être des gagnants, d'autres vont être des perdants, également entre secteurs. Des secteurs vont en bénéficier, d'autres vont y perdre. Donc je crois que l'effet sur la croissance mondiale du ralentissement chinois, d'un côté, il y a l'effet direct par les importations chinoises qui va être plutôt négatif. De l'autre côté, il y a un effet de répartition lié à la baisse des prix des matières premières qui lui est plutôt positif globalement, et notamment pour l'Europe. Donc je crois que l'effet du ralentissement chinois va être assez complexe à analyser. Je ne pense pas qu'il soit aussi négatif que ce que les marchés financiers de ces dernières semaines semblent indiquer. Le prix du pétrole, effectivement, le brut léger américain est tombé sous $40. On est sur des niveaux extrêmement bas. Le Brent est autour de 45. On était à 115 il y a environ un an. Vous pensez que ces niveaux vont se maintenir pendant quelques temps encore, voire peut-être sur l'ensemble de 2016 ? C'est évidemment toujours difficile d'anticiper exactement le mouvement des matières premières qui subissent beaucoup d'influences diverses. Je crois que quand on prend notamment le prix, le cours du pétrole, aujourd'hui on est plus très très loin des points bas de 2008-2009, un moment quand même où la crise internationale était extrêmement violente. Donc un pétrole qui irait autour des $40 ou un petit peu en dessous. Donc je dirais que l'essentiel de la correction probablement est derrière nous. Mais encore une fois, c'est difficile de savoir exactement jusqu'où peut aller le pétrole. Mais ce qui me semble le plus important de comprendre, c'est que lorsqu'on regarde notamment les pays développés, les États-Unis ou l'Europe, des fortes baisses du prix du pétrole ont toujours été suivies plutôt d'une croissance forte et non pas de récession. Donc je ne crois pas du tout que ce qu'on est en train d'observer là, notamment du côté des matières premières, soit un signal avant-coureur d'une crise généralisée de la croissance mondiale.
Il y avait un grand rendez-vous qui était attendu pour la rentrée, qui est toujours attendu et qui est passé au second plan avec cette crise, disons ce coup de tonnerre venu de Chine. C'est la prochaine réunion de la Fed. Beaucoup attendaient une première hausse des taux. Vous pensez que ce scénario est remis en cause ? Je crois que la Fed a très envie de monter ses taux en 2015. Alors c'est vrai que est-ce que c'est septembre, octobre ou décembre, on peut discuter. Il semblerait que c'est plutôt en train de se déplacer vers décembre, hein, la probabilité. Un discours encore hier de Bill Dudley, le gouverneur de la Réserve fédérale de New York, semble aussi indiquer que, bon, vu les circonstances internationales, il faudrait peut-être attendre de décembre, de voir un petit peu ce qui va se passer. Ceci étant, il semble quand même, au moins dans le discours, que la Fed a plutôt envie d'augmenter ses taux dès 2015. Je crois que du côté de la Réserve fédérale, l'idée c'est simplement de prendre acte que l'économie américaine va mieux, malgré tout. Qu'elle va plutôt être résiliente à ces facteurs internationaux qu'on est en train d'observer en ce moment, et donc pourrait quand même effectivement augmenter ses taux d'intérêt. Je pense qu'elle va être extrêmement prudente. Si elle les augmente, elle va laisser entendre qu'elle les augmentera très lentement. Donc ce n'est pas le début d'un cycle de hausse très violent des taux d'intérêt. Gustavo Rothstein, merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes gérant chez Dorval Finance. Merci. Merci.